Toutes et à tous. L'IEM est très heureuse aujourd'hui de recevoir Frédéric Agostini. On vous connaît, mais je rappelle que vous êtes conseiller à la première chambre de la Cour de cassation, présidente du CNM, et c'est à ce titre-là que vous êtes invité aujourd'hui. Vous étiez conférencière lors de notre dernière assemblée générale au tribunal de commerce, quelques jours après euh, la création du Conseil national de la médiation. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement un an après. Alors, la première question que j'aurais à vous poser, quel bilan vous faites Mm. après un an et pouvez-vous nous en dire un petit peu sur les travaux du CNM? Mm. Bien, en tout cas, merci pour cette invitation. Et je salue tous les participants à ce webinaire dont je connais un certain nombre, j'en crois les noms. Alors, le Conseil national de la médiation, effectivement, va bientôt fêter ses un an, puisqu'il a été installé par le garde des Sceaux au mois de juin dernier. Qu'est-ce que c'est que le Conseil national de la médiation? Je pense, c'est un nouvel acteur, enfin maintenant un acteur de l'amiable qui a un nom. C'est un promoteur de la médiation. C'est un acteur de la politique de l'amiable. C'est une instance de proposition, d'avis et de recommandation en matière de médiation. Ne pas confondre, attention, ça n'est pas un organe de régulation, ça n'est pas une commission administrative consultative, ça n'est pas une instance de régulation, ça n'est pas une instance de représentation des médiateurs. C'est vraiment une instance de proposition, d'avis et de recommandation. Elle est composée, je dirais, la force du CNM, c'est 41 membres, donc une instance importante. Je compte là les titulaires et les suppléants, et qui bénéficie donc de l'expertise croisée de ces 41 membres, chacun ayant, prévu par les textes, une pratique ou une formation à la médiation. C'est un lieu de rencontre de tous les médiateurs et de toutes les médiations, puisque, outre la présence de représentants de l'administration centrale, des juridictions civiles et administratives, des personnalités qualifiées, notamment donc du monde de l'université, des représentants des professions des droits, avocats, commissaires de justice, notaires, le représentant du défenseur des droits, qui s'appelait initialement, vous le savez, le médiateur de la République, un représentant de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation. Je pense n'avoir rien oublié. Et à côté de ces personnalités désignées à raison de leur fonction, nous avons 9 représentants d'associations qui œuvrent dans le domaine de la médiation et dont l'IEAM, dont ces 2 représentants ont été désignés en personne de Madame Duparc et de Maître Seban. Donc voilà un peu le CNM, c'est une instance pluridisciplinaire d'expertise sur la médiation. Pourquoi faire le CNM? Le législateur, puisque le CNM, toute instance de proposition qu'il est, a eu l'onction du législateur, le législateur lui a passé 3 commandes. Une première commande sur établir un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation. Une seconde commande concernant des propositions à émettre pour établir des référentiels de formation à la médiation et faire toute proposition en matière de formation. Et une troisième commande qui concerne les conditions d'inscription des médiateurs sur les listes établies près les cours d'appel que vous connaissez toutes. Et puis par ailleurs, nous avons une compétence balai, une mission balai qui est celle de faire toute proposition utile pour améliorer la médiation et la faire connaître. Alors, bien évidemment, avec ces trois commandes ciblées, le CNM s'est mis au travail et on ne peut pas travailler à 41, bien évidemment. Donc, nous avons constitué 4 groupes de travail dédiés et puis, selon les thèmes qui surgissent, nous fonctionnons par plus petits groupes qui se constituent, qui réfléchissent ensemble. L'ensemble de ces groupes ayant pour mission de proposer des délibérations, des avis à l'Assemblée plénière. Et dès jeudi, nous nous réunissons pour notre 3e Assemblée plénière qui a un menu assez chargé à examiner, puisque nous allons commencer à travailler sur les premiers résultats des groupes de travail, une première structure de code de déontologie et une première proposition
concernant le démarrage d'un référentiel de formation avec des propositions sur la formation de base des médiateurs. Alors, tout ceci fait suite à un travail assez actif au sein de groupes de travail. L'idée, l'ambition du CNM sur ces sujets, la déontologie et les référentiels de formation en sont un bon exemple. Nous sommes partis avec l'ambition d'essayer d'identifier le socle commun aux médiations. Je vous ai rappelé la très grande diversité des acteurs de la médiation. Je vous ai mentionné les personnalités qualifiées, enfin les personnalités qui sont désignées au sein du CNM. Parmi les associations sont très diverses, puisque nous avons des associations de médiateurs familiaux, nous avons des associations comme l'IEAM, qui est à la fois sur le judiciaire et le conventionnel. Nous avons des associations, le Cercle Montesquieu, qui lui est effectivement un acteur de la médiation conventionnelle. Nous avons comme association nous avons, qu'est-ce que j'oublie, les deux associations de médiation familiale. Nous avons le groupement européen des magistrats pour la médiation, donc là, pour le coup, une association extrêmement judiciaire. Donc, notre ambition, c'est avec ces regards croisés, médiation judiciaire, médiation conventionnelle, médiation familiale, médiation de la consommation, avec des pratiques de médiation qui sont très différentes selon les médiateurs qui sont plus évaluatifs, d'autres qui sont plus restauratifs. L'idée, c'est, en dépit de ces différences, ces divergences, c'est d'essayer d'approcher ce qui pourrait être le socle commun. Notre première réunion du 9 novembre dernier, notre première réunion de fond du 9 novembre dernier, a consisté à se dire qu'il fallait que nous essayions de définir de poser une définition méthodologique. Il est hors de question pour le CNM d'aller d'aller retravailler la définition qui résulte de la directive et de la loi du 8 février 1995 sur la médiation, mais de se dire quel est le cadre minimal dont on a besoin pour pouvoir avancer. Et donc, nous avons posé une définition qui faisait ressortir le socle commun du médiateur et des médiateurs, qu'ils soient médiateurs conventionnels ou médiateurs de la consommation, en travaillant sur la posture de tiers, ce tiers indépendant et impartial, sans pouvoir de décision, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas, dans certains cas, avoir un pouvoir de proposition, un tiers donc indépendant et impartial, sans pouvoir de décision, diligent et compétent, le terme compétent amenant bien évidemment à la réflexion sur la formation. Deuxième, je dirais, angle d'attaque de la définition, c'est bien évidemment la qualité du processus. Donc, il nous a paru important de travailler sur les notions de liberté des parties et de confidentialité. Et c'est dans le cadre de cette définition méthodologique qui n'a pas de vocation législative ou réglementaire, c'est de se dire à partir de ces critères de la posture du tiers indépendant et impartial sans pouvoir de décision, compétent et diligent, et à partir de l'essence même du processus qui repose sur la liberté des parties et de la confidentialité, c'est à partir de là qu'il faut commencer à réfléchir sur un recueil de déontologie et des référentiels de formation. Donc voilà où on en est. Nous avons le travail des groupes de travail que je salue, et je salue notamment l'investissement de l'IEM et des autres associations, et il nous a permis d'avancer. Un autre sujet a bien avancé, mais vous m'interrompez, Eric, si vous le souhaitez, un autre sujet a bien avancé, qui est celui de l'évaluation et de la connaissance de la médiation et de la question sur les listes. Le constat qui a été fait par les membres du groupe de travail en charge de la question des listes, c'est que le phénomène de la médiation était assez mal connu sur le plan statistique. Donc, je ne reviens pas. Vous savez tous que les outils statistiques, à la fois de la médiation judiciaire, mais également en matière de médiation conventionnelle, ne sont pas nombreux et ne permettent pas d'avoir une connaissance du phénomène, qu'il soit conventionnel ou judiciaire. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur ces questions
et un certain nombre de propositions ont d'ores et déjà été faites au ministère de la Justice pour améliorer la connaissance de la médiation judiciaire et essayer de commencer à réfléchir sur une meilleure connaissance de la médiation conventionnelle, sachant que là, l'une des difficultés, c'est bien évidemment celle de la confidentialité, de la liberté des parties. Donc, un autre dossier qui avance, effectivement, celui de l'évaluation et du suivi. Et puis enfin, sur les listes, ce sera un sujet qui sera au calendrier de la séance du Conseil au mois de juin prochain. La réflexion est en cours sur comment améliorer, comment faire des listes des cours d'appel un outil réel de politique de l'amiable qui satisfasse à la fois les cours d'appel et les médiateurs qui y sont inscrits. Satisfaction qui ne semble pas être au rendez-vous si l'on en croit les mécontentements qui remontent à l'issue de cette opération extrêmement importante qui a consisté en fin d'année à renouveler les listes pour leur entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Donc voilà, des gros chantiers qui nous occupent beaucoup et tous les membres du CNM qui sont donc des professionnels investis par ailleurs dans leur vrai métier, qui interviennent au CNM de façon totalement bénévole, voilà, sont très actifs et je les remercie pour leur investissement. Mais c'est le propre de la médiation de susciter la passion, donc tout ceci ne m'étonne pas. Merci Frédéric pour ces éclaircissements sur le CNM. Le 13 janvier 2023, le garde des Sceaux mettait en place la politique de l'amiable et depuis, je veux dire que des réformes et des nouveautés, on en a vu. L'ARA, audience de règlement amiable, à césure. Alors, ma première question, puisque le thème de cette matinale est quel avenir pour la politique de l'amiable, nous sommes un peu inquiets à l'IEM, je dois dire, concernant l'ARA. Parce que n'est-ce pas un moyen de réduire le nombre de dossiers qui pourraient aller en médiation? Alors, je répondrai en vous posant une question et en vous demandant, mais diable, combien y a-t-il d'affaires judiciaires tous les ans qui rentrent devant les tribunaux judiciaires et combien y a-t-il d'affaires en stock? Et je pense que rien que la réponse permet de se dire que il y a une certaine marge. Si j'en crois les chiffres clés de la justice que vous trouvez tous en ligne sur le site du ministère de la Justice pour les chiffres clés, il n'y a pas moins en 2022, il y a près d'1,5 million d'affaires nouvelles devant les tribunaux judiciaires. Et je ne vous parle pas des cours d'appel, près de 200 000, des juridictions commerciales, 125 000, des conseils de prud'homme, 100 000. Donc nous avons quand même une masse et toutes ces entrées correspondent peu ou prou aux affaires qui sont en stock. Donc, je me dis que l'ARA ne va pas manger l'ensemble de ce près de 2 millions d'affaires nouvelles annuelles. Donc, je pense qu'il y a de la marge et je ne pense pas que vous deviez être inquiet. Autre élément qui me paraît intéressant, c'est que c'est les statistiques qui sont celles des conciliateurs de justice. Il y a en France, grâce à une politique active de recrutement du ministère de la Justice, près de 3 000 conciliateurs de justice. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'il y a sur les listes, ce qu'il y avait sur les listes de médiateurs. Et quand on regarde l'activité des conciliateurs de justice, on s'aperçoit que l'essentiel de leur activité est une saisine par le justiciable et non pas une saisine par le juge. Alors certes, il y a le préalable obligatoire, mais les proportions sont assez intéressantes puisqu'il n'y a pas loin de 190 000 affaires de saisine par le justiciable devant les conciliateurs de justice, là où la conciliation déléguée n'est que de 10 000. Donc on voit bien que l'un des défis pour l'ARA, c'est que l'ARA n'est pas un outil qui va concerner que le contentieux. Elle va concerner le contentieux dans des masses qui fait que le juge n'aura pas, je ne vois pas comment on pourra absorber 2 millions d'affaires en stock sur le cas de l'ARA. Et on voit bien que la médiation a tout un défi à se déployer sur le précontentieux. Alors, ce qui est certain, c'est que moi, je pense que l'ARA est appelée à avoir un grand succès. Je pense qu'il ne faut pas méconnaître le succès que ça va appeler. Les collègues sont extrêmement intéressés. Il y a vraiment une manifestation d'intérêt très, très,
très positive, très favorable de la part des collègues en juridiction. Le ministère de la Justice s'est mis en ordre de bataille avec des formations qui se déploient à la fois au niveau national, des formations qui se déploient au niveau déconcentré, des formations qui se sont mises en place avec nos collègues belges et qui ont créé les audiences de règlement amiable déjà depuis quelques temps. Et voilà déjà deux groupes de magistrats français qui se déplacent en Belgique pour aller assister à des audiences de règlement amiable chez nos collègues belges et discuter avec eux de leurs pratiques. Et ce que nous disent les Belges et les Québécois qui ont un petit peu d'avance, c'est qu'effectivement, le succès va être au rendez-vous parce que les parties sont tout à fait, une fois qu'elles y ont goûté, sont tout à fait intéressées. Alors pourquoi est-ce que l'ARA va marcher et comment faire et quelles vont en être les conséquences? Et à mon sens, pas du tout une conséquence en termes de limitation du marché de la médiation. Je pense que l'ARA va marcher parce que c'est effectivement un élément, un dispositif qui est un facteur de confiance. L'ARA, c'est quelque chose c'est un dispositif qui va se dérouler à l'ombre du juge. C'est un dispositif qui se déroule également en présence des avocats. Donc tous ces éléments, c'est un dispositif qui ne donne pas l'impression, qui est fait pour ne pas donner l'impression aux parties que c'est un mode de régulation des flux et non pas un mode de traitement adapté de leur affaire. Donc effectivement, il n'est pas exclu qu'un certain nombre, que les audiences bientôt ne soient pas suffisantes. Alors tout le défi avec le succès de l'ARA va être pour les juges et pour les avocats, puisque vous savez que vous pouvez demander, certes c'est sur l'ARA peut-être proposé à l'initiative du juge, enfin, qui peut donc enjoindre aux parties d'assister à une audience de règlement amiable, mais les avocats et les parties peuvent également le demander. Donc, toute une réflexion collective qu'on aura à mener assez prochainement, après les premiers résultats, c'est de savoir comment faire le bon choix du bon mode de règlement adapté à chaque affaire. Donc c'est un sujet qui surgira certainement en 2025 après les premiers retours. Voilà. Quelles sont les affaires qui méritent que l'outil, qui permettront de dire que l'outil de l'ARA, qui est un outil dont le temps va être limité, puisque le juge ne va pas passer, le juge ne passe en principe, les audiences sont ciblées à 1h30, 2 heures. Quelles sont les affaires qui méritent que le temps judiciaire type ARA soit consacré utilement à ces dossiers? Quels sont les dossiers pour lesquels il y a plus de sens que ce soit un médiateur qui s'en charge parce que c'est un sujet, notamment c'est un contentieux ou un litige qui nécessite du temps, qui nécessite éventuellement d'autres mesures d'accompagnement des expertises, des consultations, des échanges. Voilà. Donc moi, je pense, vous n'avez pas matière à être inquiet. Tout le défi de la politique de l'amiable, c'est de s'approprier toute cette palette d'outils. Et si on peut faire un constat, c'est que la France dispose maintenant d'une palette d'outils absolument exceptionnelle, des outils à la main du juge, mais également des outils à la main des acteurs de justice que sont notamment les avocats. Et il nous appartient collectivement de nous en saisir pour les déployer, les articuler le mieux possible. Donc moi, je n'ai absolument pas d'inquiétude. Je suis certaine que l'ARA aura beaucoup de succès, qu'il va falloir apprendre à l'utiliser à bon escient et à l'articuler le mieux possible avec les autres outils, médiation, conciliation, procédure participative, césure, et les outils que vous connaissez bien, les outils conventionnels que vous connaissez bien et qui se font avant tout contentieux. Vous venez d'évoquer, Frédéric, la césure. Il y a quelques années, dans les toutes premières matinales qu'on a organisées à l'IOM, nous avions invité Madame Baudot de Nanterre et un autre magistrat dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, pour nous parler de la médiation partielle. Et est-ce que la césure, c'est pas un peu cette médiation partielle qu'évoquait à l'époque Madame Baudot? Et quand nous avons essayé un certain nombre à mettre en place la médiation partielle, on s'est heurté à la difficulté de certains justiciables qui nous disaient, bah, c'est soit une médiation globale, soit c'est rien du tout. Alors, est-ce que la césure ne va pas être confrontée à ce même problème? Certains justiciables qui vont dire, on veut une solution globale et pas un procès saucissonné, si j'ose dire. Bon, la césure, c'est un outil à la main des avocats, d'abord. Donc, les avocats
la césure sera, ordonnée ou le dispositif de césure sera mis en place si les avocats des parties l'ont sollicité. Donc, toutes les craintes des parties en conseil des parties de faire taire les craintes des parties et de l'utiliser s'ils considèrent que c'est un outil adapté. Alors la césure, effectivement, elle a été pratiquée, elle est pratiquée dans le cadre du sursis à statuer, outil procédural classique à disposition de toutes les juridictions judiciaires dans le Code de procédure civile. Et nombre de vous avez dû pratiquer, ou nombre de juges ont pu pratiquer sursis à statuer sur les demandes des parties, ou sur toute ou partie des demandes des parties, et sursis à statuer. Je dois dire que même la Cour de cassation le fait, puisque la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un certain nombre, dans 5 ou 6 affaires, donc c'est en 2022 et 2023, a statué sur la question de droit, cassé l'arrêt attaqué, et ordonné, et avec l'accord des parties, ordonné une médiation, et sursoyant à statuer, notamment sur le renvoi. Donc, ce sursis à statuer, cette médiation partielle sur une partie du litige, est une pratique. Est une pratique qui peut se faire indépendamment de la césure. En ce qui me concerne, je pense que la souplesse de la médiation, et là, il nous a parti c'est un élément aussi de promotion de la médiation et l'amiable en particulier, ça n'est pas tout ou rien. Et parmi les éléments de langage que je trouve très forts pour présenter la médiation et pour l'avoir testé, je trouve que ça fonctionne bien, c'est effectivement le principal et le subsidiaire, c'est-à-dire proposer aux parties de laisser le juge trancher sur un certain nombre de points durs, mais également, puisqu'elle n'arrive pas à se mettre, à un moment, quand elle n'arrive plus à se mettre d'accord, c'est la mission du juge qui est saisie de trancher les points durs et d'inviter les parties, elles, à travailler sur les subsidiaires. C'est quelque chose qu'avec un certain nombre de collègues de la Cour d'appel de Paris, nous avons pas mal pratiqué en matière familiale, qui est de dire, écoutez, nous allons travailler sur la résidence des enfants, c'est compliqué, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, mais travailler l'un et l'autre sur les subsidiaires selon que le sens de la décision serait les enfants sont chez le père ou les enfants sont chez la mère, et faites-nous des propositions pour aménager au mieux selon ces deux alternatives sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous décider, nous proposer ce qu'il en est. Et je dois dire que avec les médiateurs qui étaient partenaires des chambres familiales de la Cour d'appel, nous avons eu des très belles conclusions concordantes permettant, selon la solution qui serait prise par le juge, des solutions adaptées à la vie des enfants et à la vie de la famille, selon que les enfants étaient chez les parents, chez le père à Paris ou chez la mère à Barcelone. Je prends un exemple qui était assez extrême. Mais donc, effectivement, principale médiation en tout ou partie, principale médiation sur le subsidiaire et pas sur le principal. Tout ça sont des outils qui permettent de vendre la médiation, qui permettent de constater son effet très puissant de résolution des litiges et lorsqu'ils sont proposés, qui mettent les parties en confiance. Alors, il y a une difficulté, une des difficultés que souligne notamment, je pense, un certain nombre de médiateurs et de conciliateurs, c'est lorsqu'il y a un accord partiel, c'est de sécuriser cet accord partiel pour qu'il n'y ait pas un retour devant le juge sur le principal sur lequel l'accord aurait été insuffisamment sécurisé. Mais ça, c'est effectivement le développement des pratiques, la formation des uns et des autres pour éviter que le bénéfice d'un accord partiel faisant suite à une médiation ou un autre mode amiable que son sens soit ensuite balayé par un recours contentieux sur la petite partie sur laquelle qui a été abandonné dans le cadre de la médiation. Voilà ce que cette question appelle de ma part comme réflexion. Vous avez évoqué tout à l'heure une mission balai pour le Conseil national de la médiation, la promotion de l'amiable. Comment faire pour que les mentalités évoluent et que l'amiable prospère? Parce que vous avez évoqué les statistiques tout à l'heure. Je me rappelle la réunion avec le garde des Sceaux sur la journée de l'amiable. C'est 1% du contentieux qui est résolu dans un cadre amiable. Donc c'est dérisoire. Donc, même si on arrive à 2%, ce serait extraordinaire. Donc, comment faire? Bon, la question de d'évaluation, alors même si on dit 1%, je ne suis pas sûre que ce chiffre soit certain, puisque
En tout cas, en ce qui concerne la matière judiciaire, les statistiques ne sont pas fiables. Et si on arrive à relever ce défi de la saisie des données relatives à tous les processus amiables au contact du juge, il est certain qu'on arrivera à des statistiques qui seront assez honorables parce qu'il y a un vrai développement de recours à l'amiable dans les juridictions. Par exemple, il y a une statistique qui serait très intéressante, c'est les désistements. Bien souvent, on pourrait penser que l'amiable, on pourrait l'évaluer avec le taux d'homologation des accords qui sont soumis au juge. Il y a très peu d'homologations qui sont soumises au juge. En revanche, il y a un certain nombre de radiations ou de retraits du rôle dont les causes mériteraient d'être mises en évidence parce qu'un certain nombre d'entre elles font d'évidence suite à des injonctions à rencontrer un médiateur ordonné par le juge, à des médiations ou à des pourparlers conventionnels intervenus entre les avocats. Donc, effectivement, le chaînage des causes de l'extinction d'une instance permettrait certainement de mettre en évidence l'appropriation par les acteurs judiciaires, qu'ils soient juges ou avocats, des outils de l'amiable alors qu'une affaire a été enrôlée. Mais ça, c'est un sujet qui avance, dont la chancellerie s'est saisie, et je ne doute pas qu'en 2025 et 2026, on commencera à voir les premiers effets de cette prise de conscience de la nécessité de ce que pour progresser, il faut évaluer, il faut connaître ce que l'on est et ce que l'on fait, il faut mesurer, non seulement pour le savoir, mais pouvoir l'améliorer, l'ajuster. Et cette évaluation devra être non seulement quantitative, mais également qualitative, puisqu'il sera quand même intéressant de savoir si tous ces dispositifs que l'on déploie répondent, satisfont aux besoins de nos concitoyens. Sur la promotion de l'amiable, donc, alors on peut être pessimiste au regard des statistiques. Moi, je ne le suis pas du tout. Je crois qu'effectivement, on a passé un vrai stade de prise de conscience. Il suffit d'entendre les discours des uns et des autres. Je crois que vous étiez, Eric, et un nombre des participants étaient au colloque de la Cour d'appel sur la justice amiable en matière économique et financière. Certains d'entre nous ont la chance de se déplacer dans les cours d'appel au moment des journées des ambassadeurs de l'amiable. Et c'est vrai que les discours qui sont tenus, les expériences dont il est fait état, montrent qu'il y a une véritable prise en main des outils de l'amiable par les avocats, les juges, les experts, les commissaires de justice, les administrateurs de justice, etc. Donc on avance avec une boîte à outils qui est maintenant, je crois qu'il faut le redire, qui est vraiment exceptionnelle, exceptionnelle, même si elle peut être encore améliorée. Et la chancellerie y travaille, puisque vous savez qu'elle a prévu de recodifier, s'est lancée sur un travail très important et de très grande qualité de refonte du code de procédure civile pour améliorer les outils de l'amiable dans le cadre du procès civil. Donc, je pense que le défi, la révolution culturelle est en marche. Le défi passe par des actions de formation et de communication pour expliquer les vertus des outils de l'amiable et susciter la confiance, et puis par des actions de formation des acteurs, puisque ça n'est pas parce qu'on sait que l'amiable existe qu'on est un bon prescripteur de l'amiable. Je pense que la formation, certes, des médiateurs est essentielle, mais la formation est tout aussi essentielle chez les prescripteurs et les accompagnants des médiés. Et là encore, comme on le disait, l'ENM enfin, l'ENM a complété son offre de formation qui était déjà très important. C'est le cas aussi de tous les acteurs juridiques. Le CNB, vous savez mieux que moi, et les barreaux, vous savez mieux que moi, qui sont investis en matière de formation. Les huissiers viennent de créer un certificat de spécialisation à la médiation judiciaire. Les notaires disposent d'actions de formation, là aussi, tout à fait importantes. Et vous êtes tous membres d'associations qui déploient des formations de qualité. Donc Je vous la propose, formation me... madame, qu'on commence. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous propose qu'on commence par quelques questions Bien qui sûr. sont déjà arrivées. Il y en a beaucoup. Les deux premières, la première, c'est quels critères de choix? C'est Catherine Boineau qui s'interroge sur comment un magistrat choisit entre la médiation, la conciliation et l'ARA. Et la deuxième, c'est Madame Lécuyer qui vous la posera dès que vous aurez répondu à la première. Mais je la préviens pour qu'elle enlève son micro.
Comment un magistrat choisit entre les différents modes amiables? Bon, première question à se poser, c'est est-ce que ce dossier est-ce qu'il est opportun de proposer un mode amiable à ce dossier? Je crois effectivement il faut rentrer dans une politique proactive du juge. Néanmoins, gardons-nous de tout systématisme puisque le lancement de l'amiable passe aussi par la multiplication des expériences positives pour les uns et les autres. Les critères de choix, donc les critères de choix entre les trois dispositifs, c'est bien évidemment le premier critère de choix entre gratuit et payant. Ça, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. C'est quand même quelque chose d'important. Est-ce que les parties sont en mesure sont en capacité de prendre en charge un dispositif gratuit, à savoir une conciliation déléguée, un dispositif gratuit en ce qui concerne la médiation, la conciliation judiciaire par le juge, ou une médiation judiciaire qui doit être externalisée. Mais à mon sens, ce n'est pas l'élément essentiel, puisque, notamment pour la médiation peut être couverte par l'aide juridictionnelle, comme vous le savez, qu'il s'agisse des frais du médiateur ou des honoraires des avocats. Je pense que c'est l'objet du litige, la temporalité, le temps. Le temps, est-ce que ce litige et le conflit qu'il révèle est en se présente dans une configuration qui permet d'envisager que les parties seront en mesure de trouver une solution dans le temps réduit, notamment de l'ARA, ou au contraire, leur faut-il un temps de décristallisation, de positionnement, de pas de côté, de recherche de solutions qui nécessitent la présence d'un médiateur qui va les accompagner sur un temps beaucoup plus long. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un des critères essentiels. Nous aurons un retour avec nos collègues qui commencent à prescrire des ARA. J'imagine que vous avez vu tous l'émission sur France 2 qui a filmé une première audience d'ARA par une collègue de Valence qui tient des ARA déjà depuis quelques mois. Et une affaire a été filmée. Madame Voilà, donc Lécuyer, Madame la Lécuyer, vous deuxième posez votre question? Oui, c'est une question effectivement qui va un peu dans le prolongement de ce que vous venez de dire, qui répond presque. Enfin, ma question, donc je suis médiatrice hein, depuis longtemps, donc j'ai un peu d'expérience de ce qui s'est déjà fait, de ce qui a déjà été essayé. Et moi, quand j'ai vu cette proposition d'ARA dans laquelle on disait que il y aurait des médiations, je me suis posé deux questions, celle du temps et celle de la formation des personnes qui allaient, en espèce des magistrats qui allaient mettre en œuvre ce nouvel outil. Et en fait, je n'arrive pas à comprendre comment un magistrat peut à la fois faire les audiences et ordinaires, enfin normales, habituelles, et se consacrer à des ARA, puisque nous, en tout cas dans notre pratique de médiateur, chaque entretien, pour que ce soit une médiation, suppose un tout petit peu de temps, et quand j'ai un tout petit peu, c'est un petit peu avec de l'humour par rapport aux audiences qui sont déjà surchargées et que vous n'arrivez pas à faire, puisque chaque entretien est d'environ 2 heures et qu'il en faut à peu près deux pour faire une vraie médiation. Voilà, donc je comprends pas très bien. l'ARA a justement institutionnalisé les audiences de règlement amiable, c'est-à-dire que maintenant, ce sont des audiences qui sont prévues dans les ordonnances de roulement, et donc il faut que les moyens soient mis en place. Donc, je veux dire, mais il est certain que le juge a son audience, les juges qui sont sur l'audience de roulement, ils ont leur audience toutes les semaines d'ARA ou une audience par mois sur lesquelles ils ont un certain nombre de dossiers qui viennent aux ARA. C'est une question d'organisation judiciaire. Et effectivement, ce temps va être consacré à l'examen des audiences d'ARA. Là, je vais voir qu'il n'y a pas de difficulté. Alors, est-ce que vous craignez que ça fasse retarder Non, mais je d'autres ne voudrais affaires? pas être, Les je voudrais pas premiers... être, je Non, voudrais non, pas être mais alors, désagréable, mais les moyens, vous me parlez de moyens, mais vous alors pleurez déjà tous, et je vous comprends et je m'associe à vos pleurs euh, pour, euh, pour dire que vous n'avez pas assez de temps pour traiter tous les dossiers dans les conditions qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc, je ne vois pas quels sont les moyens qui vont être déployés pour que vous puissiez, en plus de ce que vous n'arrivez pas à faire,
des ARA. Je ne comprends pas. Alors, les premiers retours, pareil, bon, c'est une intégration dans une organisation judiciaire, c'est la mise en évidence, c'est la formalisation d'une mission du juge qui existe depuis l'article 21 du Code de procédure civile et qui est formalisée sous la forme d'une audience. Il est certain que le succès de cette opération, enfin, moi je pense que le succès de l'opération de l'ARA tiendra aussi au fait que le juge doit exercer avec équilibre ses deux missions, sa mission contentieuse et sa mission d'ARA. Et bien évidemment, le succès de l'ARA sera au rendez-vous dans la mesure où, en cas d'échec, la décision sur le fond ne sera pas retardée. Mais sur les questions d'organisation, moi, je n'ai pas tellement de soucis. Les moyens, il faut bien évidemment espérer que les moyens de la justice civile vont suivre. Mais cette question, et vous le savez, avec les recrutements qui sont en cours, espérons que les moyens seront au rendez-vous. En ce qui concerne la formation, je suis d'accord avec vous, on ne s'improvise pas juge d'ARA, et je l'ai déjà dit, je ne reviens pas. Il y a un vrai effort qui est fait, et des vraies formations qui sont mises en place et qui se sont déjà déployées de façon assez active dans les cours d'appel et à l'ENM. Sur les premiers retours que nous avons de nos collègues belges, je sais que c'est très rentable. C'est-à-dire que le temps consacré à un dossier, la préparation d'un dossier d'ARA, la tenue de l'audience d'ARA et la signature de l'accord, l'homologation de l'accord, le constat du désistement, leur prend moins de temps que la rédaction d'un dossier. Ils ont tenu un certain nombre de statistiques. Je vous renvoie, il y a des articles qui ont été publiés dans un certain nombre de gazettes belges. Donc, ces retours sont tout à fait intéressants. Mais ce qui me paraît important, c'est que ces outils de l'amiable, ce ne sont pas des outils pour réguler des stocks. Ces outils de l'amiable, ce sont des outils pour enrichir la qualité de la justice. Ce sont des outils qualitatifs qui permettent au juge de retrouver l'intégralité de son office. Son office est à la fois un office contentieux et un office conciliatoire. Donc vraiment, je pense qu'il faut se placer sur le terrain qualitatif. Merci. Je passe la parole à Marianne Gallo, qui a une question sur un autre sujet.